ministre des Affaires étrangères de Burkina Faso, Alpha Barry, est en Côte d'Ivoire. Il a été reçu par le président de la République, Alassane Ouattara. Il est porteur d'un message du président burkinabé à son homologue ivoirien. Plus de détails avec Jérôme Kofi Abolin dans quelques instants. Le Premier ministre ivoirien Amadou Don Coulibaly se rend aujourd'hui à Divo où il va lancer les travaux de réhabilitation de la route PK109 Gagnoa et de la réalisation de la nouvelle route Divo-Yokoboué sur la côtière. Et puis la campagne de l'ANACA 2017 est effective depuis jeudi. Le prix du kilogramme de cajou est de 440 francs CFA. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de nous suivre. Vous êtes sur RTI 1. Nous vous le disions dans nos titres, le ministre des Affaires étrangères de Burkina Faso, Alpha Barry, est en Côte d'Ivoire. Il a été reçu hier par le président de la République, Alassane Ouattara. Alpha Barry, porteur d'un message du président burkinabé à son homologue ivoirien, Jérôme Kofi Abolin. Le Burkina Faso, solidaire de la Côte d'Ivoire dans l'épreuve, il apporte son soutien au gouvernement ivoirien à la suite des mouvements de revendication qui récemment a mis à mal l'administration ivoirienne. Dans le même temps, le Burkina souhaite la présence du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, au prochain FESPACO, dans la capitale burkinabé. C'est le contenu des messages du président burkinabé Marc-Christian Kaboré à son homologue ivoirien, Alassane Ouattara. Porteur de ces messages, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Burkinabés de l'extérieur, Alpha Barry, a été reçu ce jeudi par le chef de l'État ivoirien. Nous sommes venus, au nom du président Marc-Christian Kaboré, porter deux messages. Le premier message était le soutien du président Marc-Christian Kaboré, le soutien du gouvernement et le soutien du peuple burkinabé au gouvernement de Côte d'Ivoire par rapport aux derniers événements qui ont secoué votre pays. Et c'était pour dire au président Ouattara et à son gouvernement qu'ils ont le soutien du gouvernement burkinabé pour la gestion de cette crise qui a secoué la Côte d'Ivoire. L'autre message, le second message, était relatif à une invitation du président Kaboré à son frère, le président Ouattara, pour participer au prochain FESPACO, le Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou. Et cette année, la Côte d'Ivoire est le pays invité d'honneur. Donc, le président Kaboré a souhaité la participation effective du président Ouattara à ce FESPACO. Donc, non seulement on aura une forte délégation ivoirienne au FESPACO, mais nous voulons que dans cette délégation aussi, il y ait le président Ouattara lui-même en personne. Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, ce sont deux pays avec un destin commun à travers l'histoire. L'une des preuves de leur volonté de se construire ensemble demeure le traité d'amitié et de coopération, cadre qui leur permet de se réunir régulièrement pour la mise en œuvre des stratégies en vue de leur développement et celui de la sous-région. Le président de la République, Alassane Ouattara, a aussi reçu une délégation du Fonds monétaire international. Cette délégation est venue livrer son analyse de la situation de la zone UEMOA. Il ressort que la zone UEMOA se porte bien et même très bien. Retrouvons Jérôme Kofi Abolin. La délégation du FMI, Fonds monétaire international, était conduite par Roger Nord, le directeur adjoint du département Afrique de l'institution. Après évaluation, cette délégation est venue rencontrer le président Alassane Ouattara pour lui faire le point quant à l'état de santé économique de l'espace UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Et c'est à juste titre, car le chef de l'État ivoirien assure la présidence en exercice de cette zone monétaire. Notre analyse de la situation dans la zone UEMOA est que la situation économique demeure bonne, avec une forte croissance, et nous nous en réjouissons. Notre scénario de référence est que les taux de croissance resteront élevés, autour de 6%, voire même un peu plus que 6% en 2017, un niveau aussi atteint ces dernières années pour la zone en moyenne. La Côte d'Ivoire joue un rôle important, je dirais un rôle moteur dans cette croissance qui bénéficie à tout le monde. En même temps, nous avons discuté aussi
de la nécessité de maintenir la stabilité dans la zone, et cela requiert bien sûr une poursuite d'un équilibre budgétaire dans tous les pays, non seulement en Côte d'Ivoire bien sûr, mais aussi dans les autres pays. Il y a bien sûr aussi des risques à la baisse, les risques qui proviennent en partie des défis auxquels la zone fait face. Je pense là aux défis sécuritaires par exemple. Aux côtés du président de la République Alassane Ouattara, à ces échanges, on pouvait noter la présence d'autres membres de l'exécutif ivoirien en charge des questions économiques. Une présence comme pour solliciter une fois de plus le soutien permanent du FMI à la Côte d'Ivoire sur la voie du développement. Le Fonds monétaire nous accompagne depuis plusieurs années, a constaté que le cadre macroéconomique ivoirien a toujours été bien géré, et nous attendons du fonds cet accompagnement continue, qu'il soit toujours à nos côtés, de telle sorte que si nous avons à faire face à un certain nombre de chocs spécifiques, que le Fonds monétaire soit aux côtés de la Côte d'Ivoire pour nous permettre de passer toutes ces difficultés. Rappelons que la Côte d'Ivoire et le FMI ont conclu fin 2016 un nouveau programme économique pour la période 2017-2019. Justement, une mission d'évaluation du FMI est attendue à Abidjan à partir du 22 mars prochain pour passer en revue la mise en œuvre de ce programme. Jérôme Kofi Abolin, le premier ministre ivoirien Madougou Coulibaly a reçu hier le président de la Banque chinoise de développement. Cette institution financière veut renforcer sa coopération avec la Côte d'Ivoire. Elle compte investir dans divers secteurs d'activité, entre autres l'énergie, les routes et l'agriculture. Autre activité du Premier ministre Madougou Coulibaly, il a procédé hier jeudi à la primature à l'installation officielle de la Commission nationale de la modernisation de l'administration CNMA. Ce nouvel organe fait partie intégrante d'une série de réformes initiées par le gouvernement pour une administration publique plus moderne et plus efficiente, adaptée aux réalités du moment. Maïsako. À travers la remise de son tout premier kit au Premier ministre ce jeudi dans les locaux de la primature, la Commission nationale de la modernisation de l'administration, en abrégé CNMA, marque le début de ses activités. La mission principale de cet organe consultatif, réfléchir et donner son avis sur les questions de modernisation de l'administration. C'est d'arriver à une administration moderne, c'est-à-dire une administration qui est équitable, qui traite les dossiers des citoyens avec célérité, avec équité et dans la transparence. La cheville ouvrière, c'est le secrétariat qui est composé de 12 membres, issus de 6 départements ministériels et de 5 directeurs généraux, des structures qui ont en général en charge la modernisation de notre administration. Certaines pratiques telles que les lourdeurs dans le traitement des actes administratifs, l'absentéisme, le manque de transparence et la corruption ne devraient plus être d'actualité avec la mise en route de la Commission nationale de la modernisation de l'administration. Son rôle consistant à adapter le fonctionnement de l'administration aux attentes des usagers passe par une méthode précise. Convaincu de ce que chaque membre du gouvernement conduit avec succès des actions de réforme dans son département, la Commission nationale vient pour permettre d'agréger toutes ces actions en vue de les harmoniser et les rendre ainsi plus performantes, efficaces et efficientes au service des populations. Maintenant que la CNMA est fonctionnelle, l'administration publique doit avoir une obligation de résultat, selon le Premier ministre Madougou Coulibaly. Oui, le résultat qui passe nécessairement par la qualité de ses prestations vis-à-vis de ses usagers. Pour faire face à ces défis majeurs, il me semble important d'approfondir les chantiers déjà en cours, notamment la dématérialisation des procédures pour l'amélioration de l'accessibilité et de l'efficacité des services publics à travers la promotion de l'e-administration, le renforcement des capacités et des compétences des acteurs de l'administration publique à travers une fonction publique de qualité, la lutte contre la corruption et la promotion de la transparence dans la gestion des affaires publiques.
La coopération entre la Commission nationale de la modernisation de l'administration et les différents ministères et structures étatiques devrait aboutir à terme à la concrétisation d'une administration publique au service du développement. Deuxième grand titre de cette édition, les travaux de réhabilitation de la route PK109 Gagno et de réalisation de la nouvelle route Divo-Yokoboué sur la côtière vont être lancés ce vendredi par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à Divo. Avant le lancement de ces travaux, voyons l'état de la route avec notre reporter Noël Gagno. Guitry, jadis grand centre économique, sous l'ère coloniale avec la présence des comptoirs commerciaux tels celui de la SCOA qui abrite les bureaux de la mairie, Guitry est aujourd'hui un chef-lieu de département sans relief parce que enclavé. Les axes Divo-Guitry, Guitry-Yokoboué sur la côtière sont impraticables en toute saison. Quand il pleut, il n'y a pas d'accès. La route se coupe complètement. Il n'y a pas de liaison. Jusqu'à après 2 à 3 semaines. Bon, quand il pleut là, on ne gagne pas beaucoup de passagers à cause de la route. Les gens ont peur de prendre ticket, ils vont dire que quand il pleut là, la route là, souvent ça coupe. Et pourtant, le département de Guitry, fort de ses 150 000 habitants répartis sur 2461 km², dispose d'un potentiel économique réel. Guitry connaît un frémissement au niveau économique. Nous avons de vastes plantations de palmiers à huile. Avant les palmiers, déjà, il y a du cacao. Il y en a beaucoup également. Et d'autres activités annexes ou connexes qui vont avec. C'est ici que prend tout le sens la réalisation de cette voie Divo-Yokoboué sur la côtière, pour donner à Guitry les moyens de sa participation pleine et entière à l'économie nationale, le grand bonheur des populations et des opérateurs économiques qui sont d'ailleurs heureux de voir réaliser cette route. Vraiment, ça va nous arranger beaucoup même. C'est un grand plaisir, c'est une joie. Disons, c'est une joie totale parce que depuis fort longtemps, on attendait ce bitume, on n'en a jamais. Dès ce vendredi, le Premier ministre va donner le coup de pioche marquant le démarrage des travaux. Et les engins sont déjà positionnés. La ville de Divo s'est mise aux couleurs de la cérémonie. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCEAO va appliquer en 2018 des réformes relatives aux normes comptables internationales et les accords de Bâle II pour mieux informer les banques des États de l'UEMOA sur ces nouvelles dispositions. Une rencontre a été organisée ici même à Abidjan. Francis Boifo. De nouvelles normes comptables internationales et un dispositif prudentiel destiné à mieux appréhender les risques bancaires dans la zone UEMOA. Deux réformes initiées par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCEAO et qui visent à renforcer les capacités des banques nationales. Ces réformes prennent effet en janvier 2018. Déjà, les banques se préparent à l'application de ces nouvelles dispositions parce qu'elles nécessitent d'importantes ressources et surtout la mise en place d'un nouveau système d'information bancaire calqué sur le modèle international. La contribution des informaticiens est très attendue. C'est de ressortir d'ici avec un plan d'action partagé entre les banques et nous allons leur proposer des solutions pour répondre à leurs obligations vis-à-vis de la BCEAO. L'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire s'inscrit dans la vision de la BCEAO, celle de moderniser davantage les structures bancaires de la zone UEMOA. Le système d'information nous aide nous-mêmes à opérer les meilleurs choix et à réaliser les meilleures stratégies. Que l'ensemble du système bancaire de l'UEMOA s'adapte, crée toutes les conditions pour pouvoir donc être au rendez-vous de ces changements. Les experts vont évaluer l'impact des nouvelles réformes de la BCEAO sur le système d'information bancaire. Et tout à fait autre chose à présent, sachez que la Commission nationale de lutte contre la prolifération, la circulation illicite des armes légères et de petit calibre, Comnat ALPC, a organisé une cérémonie de marquage, de destruction et de remise d'armes à la police nationale. On en parle avec Wilfried Herman Djivé. Voici comment s'opère le marquage d'une arme à feu. L'arme que voici
comme des centaines d'autres, a été recueilli par la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères de petit calibre. Un numéro de série permettra désormais de l'identifier. L'opération de marquage des armes se déroule sous le regard du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. Une opération qui n'aurait pas été sans l'appui incommensurable des partenaires de la Côte d'Ivoire, le Japon, le PNUD, le système des Nations Unies. Un appui à nouveau réaffirmé. Je voudrais vous réitérer le ferme engagement de mon pays à poursuivre ses appuis aux efforts du gouvernement et la réconciliation nationale en faveur de la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire, ainsi que dans la sous-région. Une opération qui contribue à renforcer la sécurité en Côte d'Ivoire, des efforts qui méritent d'être encouragés. En 2011 et 2016, c'est environ 12 064 armements qui ont été collectés et 37 475 armes qui ont été marquées et plus de 17 788 armes qui ont été détruites. C'est un travail important qui contribue à la sécurisation du pays. Je voudrais vous inviter à poursuivre vos efforts, car nous devons tout faire pour que seuls ceux qui en sont habilités, donc formés pour, soient détenteurs d'armes à feu. Les armes obsolètes comme ce fusil à canon scié sont détruites sur le champ. Cette cérémonie est l'occasion de permettre aux populations et aux partenaires d'avoir une lisibilité de la destination des armes qu'elles déposent à l'occasion des opérations de collecte. L'engin de guerre pourrait bien finir transformé en outil de production. Autre information dans cette édition, les hôpitaux de la commune de Marcory ont reçu d'importants lots de médicaments et de matériel médical, ce dont d'une valeur de plus d'1,6 milliard de francs CFA fait suite à une convention entre la mairie de Marcory et deux de ses partenaires américains, Sita Soro. Équipons et modernisons nos hôpitaux, c'est le projet qui a permis à la mairie de Marcory d'équiper les hôpitaux de la commune. Ce sont entre autres des conteneurs composés de matériel de laboratoire d'ORL, de consultation ophtalmologique et dentaire, ainsi que des appareils de cardiologie qui ont été remis à cet effet. Aujourd'hui, la valeur, c'est 1,6 milliard, mais nous attendons en tout une valeur de à peu près 8 milliards pour mettre nos hôpitaux au niveau. Nous avons 3 hôpitaux, on a l'hôpital général et 2 centres sanitaires. C'est vrai que l'hôpital général a un plateau technique assez élaboré, mais les 2 autres ont vraiment un plateau technique qui est très bas. Donc notre rôle d'agent de développement, c'est de leur apporter notre assistance, notre concours, afin que ces hôpitaux-là relèvent un peu le plateau technique. Cette opération est le résultat d'une convention signée entre la mairie de Marcory et ses partenaires américains. L'aide fournie par Medical Bridges et ses affiliés ne se veut pas une aide ponctuelle. C'est un partenariat qui est scellé, exemple avec la commune de Marcory, qui n'est pas quelque chose de ponctuel. Quand ils savent qu'ils sont presque en rupture, il suffit de nous revoir. On a donc un partenariat qui, de façon durable, qui est mis en place. Les bénéficiaires se disent satisfaits de ce matériel qui vient sortir les hôpitaux de Marcory de la précarité. Avant, on n'avait pas ce genre de matériel. Nous, on avait des lits simples. Or, ici, nous avons des lits vraiment électriques et puis médicalisés avec tout le confort qu'il y a. Reportage de Sita Soro. Toujours en santé chez la Fondation Districom of 3000 kits de dialyse aux insuffisants rénaux du SAMU de Yamoussoukro. La remise du don a eu lieu en présence des autorités administratives et sanitaires de la région de Lac et de notre reporter Charles Tatou de RTI Boaké. La Fondation Districom, une branche d'une des téléphonies mobiles de la place, redonne espoir aux insuffisants rénaux du service d'aide médicale d'urgence SAMU de Yamoussoukro. Un bon de 3000 kits de dialyse, 10 tensiomètres et 10 balances. Telles sont les composantes de ce don d'équipement de soins. Don d'un coût global de plus de 6 millions de francs CFA
offert par cette structure qui mène des activités humanitaires. Vous savez, ce mal est un mal invalidant. Nous avons toujours besoin, malheureusement, d'aide. Le président de la structure donatrice a mis à profit la remise du don pour situer les domaines d'intervention de sa fondation. Par ce geste, la fondation ambitionne prendre toute sa place au sein de la communauté en tant que mouvement citoyen qui veut offrir le meilleur aux populations à travers une approche participative. Autorités administratives et sanitaires louent l'initiative de la fondation Districom, dont le geste de portée sociale va soulager un tant soit peu les personnes de leur localité souffrant de l'insuffisance rénale. Ils ont des besoins énormes. La municipalité va faire quelque chose, mais je crois que les gros efforts doivent venir, disons, du gouvernement. La maladie du rein est une maladie très sévère et toute personne qui participe au bien-être de ces malades en leur offrant des kits pour les soulager, nous ne pouvons que leur dire merci. Madame la ministre de la Santé nous a toujours demandé d'aller de l'avant, d'essayer de créer un maximum de postes de soins afin de pouvoir prendre un maximum de malades. Nous sommes sur le bon chemin. Le SAMU de Yamoussoukro dispose de 10 postes de soins et enregistre pour l'instant 76 malades. Le chapitre agriculture de cette édition, et nous vous l'avions dit dans nos titres, la campagne de l'anacarde 2017 est effective depuis hier jeudi. Le prix du kilogramme de cajou est de 440 francs. C'est Fada Makoudé. Le gouvernement l'a décidé hier, la mesure est en application aujourd'hui. Le marché est ouvert pour la commercialisation de la noix de cajou. Prix minimum Borchamp, 440 francs CFA. Soit un gain supplémentaire de 90 francs CFA par rapport à 2016. Et les producteurs peuvent en attendre plus. C'est d'abord une bonne nouvelle. Il faut rappeler qu'il s'agit d'un prix plancher. Et donc, conformément à la pratique sur le terrain, en 2016, le prix plancher était de 350 francs, mais la moyenne captée par les producteurs était de 520 francs par kilo. Donc nous espérons que cette année, les populations vont donc pouvoir atteindre les 600 francs selon leur capacité de négociation sur le terrain. Pour cette campagne, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural met l'accent sur la qualité. Mais déjà, le gouvernement se donne de la perspective pour mieux tirer profit de la filière anacarde. Tout ce gain de recettes supplémentaires, notre souhait est que les parents puissent s'organiser pour pouvoir l'épargner et utiliser cette épargne pour investir dans les unités de transformation. Parce qu'il ne faut pas qu'ils attendent que ce soit de tierces personnes qui viennent transformer leurs produits. Il y aura une valeur ajoutée qui fera en sorte que ce qu'ils gagneront, ça dépassera le prix du kilo de la noix brute. Les efforts consentis depuis 2013 dans le cadre de la réforme ont porté fruit. Seulement 2 ans après, en 2015 donc, la Côte d'Ivoire se hissait au premier rang des pays producteurs avec plus de 700 000 tonnes de noix de cajou livrées sur le marché international. Les acquis majeurs du projet Vision for Change du chocolatier Mars validé au cours d'un séminaire à Yamoussoukro par les acteurs et partenaires du projet. Ce projet vise à contribuer à la durabilité de la cacaoculture en Côte d'Ivoire. Honorine Kakoubla, Anigoré. Le projet Vision for Change, qui vise à permettre la durabilité de la cacaoculture, a été initié en novembre 2010. Son objectif est de procéder au rajeunissement du verger cacao et au bien-être des communautés productrices. Le projet est piloté en Côte d'Ivoire par le Conseil du café cacao en collaboration avec les acteurs nationaux, notamment l'ANADER, le Centre international de recherche en agroforesterie et le CNRA. L'atelier de Yamoussoukro sur la durabilité de la cacaoculture visait à présenter le bilan et d'analyser les perspectives du projet pour la prochaine phase. La rencontre de Yamoussoukro a également permis de faire l'état des lieux des différents partenaires, de parler des actions menées sur le terrain, d'évoquer les difficultés rencontrées et de faire des propositions de solutions. La première phase de mise en œuvre du projet a permis de tester et de démontrer des technologies, mais aussi de renforcer les capacités des acteurs et partenaires. Il a contribué à l'amélioration du cadre de vie des communautés productrices de cacao.
10 000 producteurs ont été également formés et sensibilisés sur les options de réhabilitation du verger et sur les bonnes pratiques agricoles dans les champs-écoles. Pour réussir l'opération Grand Ménage du ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, la ministre Anne-Désirée Oloto a rencontré les leaders religieux pour demander leur implication. Adrienne Grascando. 64% de la population ivoirienne est composée de croyants musulmans et chrétiens, selon la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Les leaders religieux étant des moralisateurs et des éveilleurs de conscience, la ministre Anne-Désirée Oloto a décidé d'aller à leur rencontre pour solliciter leur appui dans la lutte contre l'incivisme des populations en matière de salubrité. La cause de la propreté est une cause nationale. Et nous voulons que les religieux s'approprient ce projet-là et qu'ils nous aident à transformer notre pays, qu'ils nous aident à sensibiliser l'Ivoirien, de ne plus jeter les déchets dans la rue, de ne plus jeter les sachets plastiques dans la rue, de ne plus jeter les eaux usées dans la rue. C'est ensemble que nous y arriverons. La Côte d'Ivoire est un pays béni. Autrement dit, Dieu n'aime pas la saleté. Donc le mot Côte d'Ivoire béni nécessite une Côte d'Ivoire propre. Donc Madame la ministre, avec Dieu, on va sur son programme et la prière est le salut de l'humanité. Ce qu'elle va faire, plus la prière, nous sommes champions au nom de Dieu. Changement de mentalité et de comportement, protection de l'environnement et du cadre de vie, autant de défis que comptent relever les leaders religieux dans leurs différentes mosquées et lieux de culte pour accompagner le gouvernement dans le cadre de l'opération Grand Ménage qui démarre le 23 février prochain. La Fondation au service du Coran, dénommée Fonda Quran, lance ses activités. L'objectif de cette fondation est la vulgarisation du Coran et la sensibilisation de la communauté musulmane sur les mérites du Coran. Ami Sissoko. Ils sont venus de partout, ces musulmans, pour marquer leur engagement à vulgariser les mérites de l'enseignement du Coran auprès de toutes les composantes de la communauté musulmane. Psalmodie et concours de mémorisation du Coran, le livre sacré des musulmans. Fonda Quran, une fondation au service du Coran, annonce ses activités. Aujourd'hui, nous allons lancer officiellement nos activités. Donc, c'est considéré comme la rentrée solennelle de notre association, de notre fondation. Et la fondation a but de vulgariser et promouvoir l'apprentissage du noble Coran et son enseignement, également sensibiliser la communauté musulmane à leur devoir vers le Coran, le livre relevé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour avoir la miséricorde d'Allah, il faut s'attacher à son livre, il faut le craindre. Une rentrée solennelle qui a permis de mettre en compétition 8 concurrents sélectionnés dans les centres de mémorisation du Coran. Parmi eux, un non-voyant qui arrive en 4e position. J'écoutais les imams par MP3. C'est ça que j'ai fait jusqu'à j'ai appris un peu. Aujourd'hui, Masha'Allah, j'ai mémorisé le Coran. On est venu faire concours. Alhamdulillah, je suis devenu premier. Après ça, ce qui est vrai, Dieu n'a quand même donné courage toujours pour que je vais continuer. Les domaines d'intervention de Fonda Quran sont divers en vue d'atteindre ces objectifs. Entre autres, la religion, la science et le social. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.